Bonjour, bonjour à tous et à toutes. J'espère que vous m'entendez. Bonjour. Bonjour à Madame Lamia, bonjour à Dr Leila, Dr Ouns. Donc, je pense que c'est déjà 16 heures, donc vous pouvez activer votre caméra en espérant qu'on ait une belle discussion aujourd'hui et un beau panel. Donc, je suis très, très heureuse aujourd'hui d'avoir organisé avec l'équipe du BIM Africa Summit 2023 ce webinaire, et c'est un événement qui porte sur un overview, un outlook ou un diagnostic en fait de la présence féminine dans le secteur de construction au Maroc, en Tunisie, en Algérie et en Afrique en général. C'est une très belle occasion d'avoir regroupé des pays maghrébins, de pouvoir avoir cette discussion. C'est une opportunité qui est venue par coïncidence et ça nous fait plaisir d'avoir des dames exceptionnelles et excellentes qui ont réussi dans leur parcours et qui peuvent, à travers ce webinaire, inspirer beaucoup, beaucoup de personnes et beaucoup de gens. Donc, je suis votre humble hôte pour cet événement-là. Je suis Madame Loubna Bouinani Idrissi. Je suis directrice de développement du groupe Continuum BIM. Notre groupe, depuis 2017, il œuvre, excusez-moi, dans les initiatives de Building Information Modeling. Nous étions le premier à pouvoir gérer et livrer un projet BIM au Maroc et un projet BIM en infrastructure, mais aussi en bâtiment. En infrastructure, c'était la gare routière de Rabat qui a été présentée à Sa Majesté le Roi en 2018 et en bâtiment qui était la parcelle eau de la filiale de la CDG Iwan Asset. Et depuis, on travaille effectivement en tant que groupe en conseil pour les projets de construction, soit en infra, soit en bâtiment. En AMO BIM, assistance maître d'ouvrage, en BIM management, en création de digital twin et autres. Donc, je pilote actuellement également l'organisation du salon professionnel du BIM Africa. Et on a l'honneur d'avoir avec nous aussi Moses, qui est notre co-host et le directeur exécutif de BIM Africa Initiative. Hi Moses, I hope you're hearing us. Et comme je disais, donc, le BIM Africa Summit, c'est un événement qui va regrouper tous les professionnels du secteur du BTP, de la construction, du continent africain, pour pouvoir ouvrir la discussion autour du Building Information Modeling, de l'usage des nouvelles technologies dans le secteur de construction, mais aussi de pouvoir créer un espace de networking et peut-être aussi un moment d'éveil pour les autorités locales et les autorités africaines pour commencer à aboutir et plutôt à adapter la méthodologie du BIM dans leurs projets, à créer des appels d'offres. Donc, le webinaire n'est pas seulement, ne fait pas partie seulement du salon professionnel du BIM Africa Summit, mais il fait aussi partie d'un échange incroyable que je vis. Beaucoup de personnes vivent, je pense, dans le secteur de construction, beaucoup de femmes vivent dans le secteur de construction. C'est un échange autour de la présence féminine dans ce secteur-là, autour du poids de la femme dans ce secteur-là. C'est un secteur qui est très traditionnel, un secteur qui est peut-être le dernier secteur à avoir touché à la digitalisation, mais un secteur qui est connu pour être macho, un secteur qui est connu pour être masculin. On ne voit très peu que d'ouvrières, mais on voit beaucoup d'ouvriers. Donc aujourd'hui, dans ce panel, nous avons regroupé 4 dames exceptionnelles dans ce secteur-là. 4 dames dont le parcours m'a personnellement inspirée et a inspiré toutes les personnes qui font partie de notre équipe, toutes les femmes qui font partie de notre équipe. Et ces dames-là sont des expertes dans ce qu'on appelle la construction 4.0. Elles viennent chacune d'un parcours unique et elles pilotent tous les jours des équipes, soit dans des projets académiques et scientifiques ou dans des projets professionnels. Aujourd'hui, nous allons discuter avec ces 4 leaders le thème des femmes africaines au sein de l'industrie du Building Information Modeling. Sans plus tarder, je vais vous présenter ces 4 dames exceptionnelles, une qui est un peu en retard. Nous avons avec nous Dr Ouns Njar Mansour, docteur en architecture. Elle est assistante professeure à l'Institut supérieur des technologies, de l'environnement, de l'urbanisme et du bâtiment en Tunisie. Et elle est actuellement formatrice en BIM chez le groupe AMA en Tunisie également. Bienvenue, docteur Ouns. Merci beaucoup, Madame Loubna Bouinani. Je suis très contente de faire partie de ce panel. Je souhaite déjà pour commencer une heureuse journée à toutes les femmes. Et je vous remercie énormément pour ce webinaire qui vraiment traite d'un sujet qui nous concerne toutes.
dans ce domaine où on se trouve un peu, je dirais entre parenthèses, lésé pour ne pas pouvoir occuper plusieurs postes, alors qu'on a tous les talents nécessaires et on va essayer de mettre le point sur tous ces atouts-là des femmes dans le secteur du bâtiment. Exactement, exactement. C'est beau de. Enfin, le mot, il est difficile à digérer, mais vraiment, c'est exactement ça, c'est lésé. Donc, Petit Sam, vous nous rejoignez à poil. Avec nous notre deuxième intervenante, c'est Madame Petit Sam Gazar. Elle est directrice de projet à Sustainway, elle est Sustainability Manager et elle est spécialiste dans la construction durable au Maroc. Donc, bonjour Petit Sam. On présentait Bonjour à tous, bonjour Ouna. Bonjour. On présentait un peu l'aspect ou la vision du webinaire aujourd'hui. C'est de pouvoir effectivement contribuer à la discussion autour des femmes et autour de leur rôle dans le secteur de construction, mais aussi le rapport en termes de digitalisation et le rapport en termes d'évolution de ce secteur dans une manière digitale. Donc, je pense que les femmes, nous sommes toute une force de changement, une force d'évolution. Déjà, le fait de passer du rôle classique à un rôle leader et professionnel, c'est déjà un changement. Donc, je pense vraiment que les femmes peuvent apporter beaucoup d'apports en termes de digitalisation, en termes d'évolution dans le continent africain. Donc, bienvenue, Sam, encore une fois. Merci. Nous avons aussi avec nous Dr Leila Rezouani. Dr Leila, elle est architecte, excusez-moi. Elle est enseignante-chercheur à l'Université Polytechnique Mohamed VI, School of Architecture, Planning and Design au Maroc. Donc, bienvenue avec nous, Dr Leila. Merci Laura, merci pour cette invitation. Et je profite pour espérer en cette journée internationale des droits de la femme beaucoup plus d'égalité de droits et de présence pour la femme. Inch'Allah. Et finalement, nous présentons Madame Leila Mziane. Vous avez Madame Leila beaucoup de titres. Tabarakallah, elle est ingénieure. La mienne, exact. Elle est ingénieure consultante. Elle est enseignante formatrice. Elle est aussi doctorante en entrepreneuriat. Elle est BIM influenceur nommée par l'entité Exabim en Algérie. Bienvenue, Madame Lamia. Vous allez nous apporter un outlook algérien de la présence féminine dans le secteur de construction. Merci beaucoup, Lubna. Merci aux organisateurs de l'événement. Bonjour, bonjour aux chers pénalistes. Je suis très contente d'être parmi vous aujourd'hui. Et je vous souhaite aussi une bonne fête. Bonne fête à tous. Donc, en fait, chacune des panélistes nous apportera aujourd'hui une vue différente, mais une vue complémentaire de la présence féminine dans ce secteur-là, qui est en retard, je pense, en taux d'évolution. Malheureusement, en effectuant des études de marché ou des recherches, nous n'avons trouvé aucune statistique qui témoigne de la présence féminine dans ce secteur-là en Afrique. Donc, aujourd'hui, nous allons viser à créer cet overview, ce diagnostic ensemble à travers notre discussion. Donc, je commencerai avec Madame Lamia Mziane. Donc, Madame Lamia, vous êtes BIM influenceur auprès de Exabim. Donc, vous avez, je pense, vu qu'il y a eu un développement du Building Information Modeling en Algérie, mais aussi en Afrique. Comment vous voyez ce changement et comment vous pouvez nous le décrire? Oui, effectivement, j'avais participé au programme BIM influenceur dispensé par Exabim en 2021 dans la catégorie internationale. Il y avait aussi peu de femmes et peu de femmes africaines. Et à ce moment-là, j'étais sur un projet de formation autour des outils BIM, beaucoup plus les logiciels AEC, et dans le cadre de mes compétences, bien évidemment. Et cette idée s'est déclenchée d'un simple constat a priori. C'était par rapport à l'état du BIM en Algérie. Personnellement, ma prise de conscience du BIM en tant que processus, c'est plus ou moins récent. Peut-être ça date depuis 2017 environ. Même si les outils de modélisation et d'analyse, j'étais déjà sur ça avant, durant mon cursus universitaire et durant mon expérience en tant qu'ingénieur structure. Durant mes années de pratique, j'avais remarqué qu'il y a vraiment un niveau très limité par rapport à la sensibilisation vis-à-vis du BIM en Algérie. Il y avait beaucoup de professionnels en bâtiment qui utilisent le BIM, mais ils ne savent pas qu'ils sont dans le cadre des niveaux BIM. Il y avait une très faible connaissance des concepts et du processus, même si c'était un sujet d'actualité. On en parlait beaucoup, on en parlait partout. Et donc, il y avait beaucoup de travail de sensibilisation, de promotion à faire. Et depuis ce temps, je peux dire que le secteur de la construction en Algérie s'est ouvert
encore plus sur le concept et le processus BIM, par rapport à la digitalisation du secteur aussi en général. Et personnellement, ce que j'admire dans l'expérience africaine, peut-être je dirais expérience tunisienne et marocaine que j'ai pu voir un petit peu, oui, un petit peu de près, c'est le niveau de sensibilisation élevé, justement. Il y avait beaucoup de travail il y avait beaucoup voilà, de promotion et de formation. J'ai pu constater ça à travers certains étudiants, certains professionnels qui assistaient à mes webinaires et mes ateliers en ligne. Et il y avait aussi beaucoup de formation. C'était très disponible. C'est-à-dire, si on veut se former au BIM, on avait la possibilité, on avait beaucoup de choix. Après, par rapport à l'Algérie, il y a actuellement des projets réalisés en BIM, des méga-projets, beaucoup plus, des projets de grande envergure, des projets d'infrastructure. Les grands groupes BTPH sont actuellement en phase de transition progressive. Certains même partagent de leur expérience. J'insiste dans ce cas sur les entreprises et les bureaux d'études publiques. C'est impressionnant comment les BET publics s'intéressent à intégrer le processus BIM dans leurs activités, à former leur personnel, à partager aussi de leur expérience parce que c'est très important pour promouvoir le BIM, le retour d'expérience. La problématique se pose au niveau des TPE, des très petites entreprises, des petits bureaux d'études, d'architecture et d'ingénierie. L'utilisation du BIM sur les niveaux modélisation est très répandue. Il y a vraiment des merveilles. On réalise beaucoup de très beaux projets par rapport au métier de l'architecture et du MEP. Par contre, le niveau collaboratif, c'est ce qui pose problème. Et pour remédier à ça, il y a une forte volonté, franchement, pour promouvoir le BIM et les technologies de la construction en général à travers des événements, à travers des conférences, des rencontres à l'échelle nationale et maghrébine et africaine, peut-être même internationale. Il y a eu dernièrement en Constantine, il y a eu le salon de le BILTech sur la technologie de la construction. Il y a eu des exposants sur tous les métiers de la technologie de la construction. Il y a eu beaucoup d'échanges sur le BIM et le processus en général. Ce qui peut pousser aussi cette transition en Algérie, c'est la participation de l'université et aussi l'industrie, d'autre part. Euh, Ça peut créer le besoin dans le marché de la construction et ce besoin va de sa part pousser la demande et c'est la demande qui va engendrer en quelque sorte la création du cadre réglementaire et imposer aux maîtres d'ouvrage aussi d'adopter des BIM et de lancer des cahiers de charges en BIM. L'université, comment est-ce qu'elle participe? Ces dernières années, elle est très orientée vers l'open innovation. Elle ne cesse de pousser les étudiants vers l'innovation technologique dans tous les domaines, y compris les domaines de la construction. Du coup, les étudiants s'intéressent de plus dans leur projet de fin d'études sur les thématiques du BIM et sur tous les aspects de la technologie de la construction. J'admire l'expérience des clubs universitaires qui font un très grand effort de sensibilisation et de promotion, aussi de formation en compétences de BIM. J'ai eu quelques expériences avec le club universitaire de l'Université des sciences et de la technologie Houari Boumediene à Alger. J'ai eu l'habitude de les accompagner durant des formations en BIM. Je les ai invitées d'ailleurs pour assister. Je ne sais pas si elles sont là, les jeunes femmes du club. J'ai pu aussi voir le club tunisien de l'école de Polytechnique de Tunisie. Ils font vraiment des efforts remarquables et des activités à une échelle très professionnelle. D'autre part, le marché, l'industrie aussi peut participer à la promotion et le développement du BIM par rapport au fait qu'on commence à exiger de plus en plus en Algérie des compétences sur le sujet. Et on commence à
à recruter des postes d'emploi relatifs au processus BIM, ils sont demandés davantage. D'autre part, ce que je considère aussi comme un facteur qui influence actuellement le développement du BIM en Algérie, c'est, comme vous avez dit, c'est la digitalisation du secteur. Les procédures de maîtrise d'ouvrage et les procédures de contrôle technique ont été toujours en sorte de contrainte à cette transition. Et on se voit actuellement en présence d'une transition progressive de ces procédures. Le contrôle technique de construction, le CTC ici, tend vers un process zéro papier. Il y a aussi la numérisation de l'information patrimoniale. Mais en dehors de tout cela, je dirais que l'industrie BIM en Algérie représente un potentiel de croissance très élevé. Et surtout le marché de la formation, c'est très attrayant. Mais il faudrait à un moment, il faudrait s'intéresser aussi au niveau collaboratif. Comme je vous ai dit, le niveau modélisation est très répandu. Il y a vraiment des projets qui sont réalisés avec depuis plus de dizaines d'années. Par contre, l'intégration totale ou l'aspect collaboratif aussi, ça nécessite d'attirer plus d'attention. Et aussi les méthodes du Lean Management dans le cadre du BIM. Donc, le défi qu'on peut rencontrer actuellement ici, c'est ça, c'est le niveau collaboratif. Et ça ne dépend pas des compétences, parce qu'il y en a des compétences. C'est pas par rapport à la sensibilisation à la formation, c'est pas par rapport aux outils, mais ça serait peut-être le challenge serait au niveau des nouvelles méthodes de travail, surtout sur l'aspect coordination entre maîtrise d'ouvrage, études et réalisation. Alors, Le... je vous arrête, Madame Lamia, parce que vous avez Oui. cité exactement beaucoup de sujets qui sont très pertinents à notre Ah discussion oui. aujourd'hui. Et vous avez parlé de collaboration, vous avez parlé de digitalisation, donc des plateformes que vous avez comme nous, par exemple, au Maroc. Mais moi, la question que j'aimerais bien poser à Madame Gezer, c'est que Madame Tissam, on a oublié, peut-être omis dans cet échange-là, la durabilité. Et donc l'aspect environnemental quant à la construction. Donc pour déjà clôturer cette partie aspect et pouvoir voir un overview du secteur, où on est dans la durabilité. Nous, au Maroc, effectivement, presque comme à l'Algérie, nous avons aussi commencé à digitaliser le secteur, à passer par la plateforme Rojas, à avoir un peu plus de collaboration, à inclure tout ce qui est solution cloud. Mais la durabilité et la construction durable, elle en est où? Oui. Merci, Madame Loublin. Donc, moi, en tant que directrice projet dans tout ce qui est construction durable, au sein de Sustainway, on accompagne les clients, les maîtres d'ouvrage, les promoteurs immobiliers, etc., dans tout ce qui est démarche environnementale et dans la définition des solutions d'efficacité énergétique, que le projet vise une certification environnementale derrière ou pas, ou bien juste pour mettre en place, pour avoir au final un projet qui est performant énergétiquement, qui est performant du côté environnemental et qui réduit ses impacts environnementaux. Donc, en fait, là au Maroc, et je pense même en Afrique, c'est le cas aussi en Afrique, il y a pas mal de projets et de maîtres d'ouvrage qui commencent à prendre conscience de la durabilité, de l'intérêt d'intégrer tous ces principes-là dans les projets de construction, dans toute la phase de développement du projet, c'est-à-dire dès les phases de conception. Donc, il y a un très fort développement de ces sujets-là, que ça soit cadré par des certifications environnementales ou juste une volonté des maîtres d'ouvrage à aller de l'avant, à pousser et à explorer toutes les solutions qu'ils peuvent intégrer au niveau de leur projet de construction. Et il y a les certifications environnementales, il y a les démarches volontaires des clients et il y a aussi les bilans carbone. Tout ce qui est bilan carbone, tout ce qui est empreinte carbone. Et donc, il y a des prises de conscience par des clients directs ou bien qui est imposé euh, par, euh, par leurs clients. Si on est par exemple dans le cas d'une industrie, etc., pour déclarer les empreintes environnementales. Et donc, on peut parler de trois scopes.
Il y a le scope 1, c'est tout ce qui est émissions directes de carbone ou bien de polluants dans l'air intérieur. Pour le cas d'un projet de construction, donc ça va être toute la phase de construction au niveau du chantier, donc l'utilisation des engins, l'utilisation du carburant pour les engins, les groupes électrogènes, etc. Il y a la catégorie 2, le scope 2, qui est les émissions ou bien les émissions directes, mais dues à la consommation d'électricité pour la phase exploitation et pour la phase construction aussi. Et il y a le troisième scope, c'est un scope qu'on n'en parle pas beaucoup parce que les outils d'évaluation de ces empreintes environnementaux-là, ils ne sont pas très encore poussés et il y a beaucoup d'intervenants. Du coup, c'est difficile d'avoir un bilan qui est global et d'avoir une information qui est précise. Donc, le troisième scope, c'est les émissions indirectes. Et donc, c'est tous les matériaux de construction, la production des matériaux de construction, de la phase extraction jusqu'à la fin de vie, c'est-à-dire le déchet, qu'est-ce qu'on va en faire, etc. Donc, c'est le cycle de vie des matériaux de construction, avec aussi la phase approvisionnement. Donc, il y a aussi le transport de ces matériaux-là sur chantier. Donc, on retrouve qu'au final, donc on a le secteur du bâtiment, de la construction, il représente 39% des émissions dans l'air extérieur et dans la contribution aux effets climatiques, les effets de serre. Et donc, 11% de ces 39% sont dus aux matériaux, donc à la production, à l'extraction des matériaux. Et donc, il y a un travail de sensibilisation à faire pour les fournisseurs, pour essayer de réduire, pour voir quelles sont les pistes d'amélioration et d'optimisation sur lesquelles ils peuvent agir pour réduire les impacts environnementaux de la production de leurs matériaux. Et il y a des actions aussi à faire au niveau des projets et au niveau des preneurs de décision. Par exemple, d'imposer au début d'un projet que que les matériaux soient biosourcés, que les fournisseurs aient des déclarations environnementales et aient des déclarations de la phase extraction durable et donc production durable aussi. Donc, il y a un travail à faire avec les fournisseurs parce que si on est dans un projet et on a besoin de vérifier et de comparer les impacts environnementaux d'un matériau pour choisir celui le moins impactant, il va falloir passer par cette documentation-là. Et du coup, nous, ce qu'on essaie de faire, c'est de travailler aussi avec les fournisseurs pour qu'ils aient ces documentations-là qui vont nous servir par la suite à faire les bons choix et qui vont nous servir aussi dans toute la durée de vie du projet. Donc, on a parlé de choix des matériaux durables, qu'ils soient biosourcés, qu'ils émanent d'un processus d'extraction ou de production durable. Il y a aussi l'approvisionnement durable. Donc, il est très important de privilégier les produits qui sont produits localement, qui sont extraits localement pour réduire l'impact carbone du transport. Donc, il y a aussi une prise de conscience des projets à valoriser le produit local et à aider les fournisseurs locaux pour qu'ils aillent vers ces démarches-là, pour avoir une certaine évolution holistique de tous les acteurs d'un projet, d'un acte de construire. Et il y a aussi le fait de maîtriser les quantités pour éviter les chutes, pour éviter les déchets, donc un très bon calpinage. Et ça, il est en relation étroite avec le BIM. Parce que avec les outils du BIM, avec le BIM 5D, on arrive à sortir des quantitatifs, on arrive à bien gérer, maîtriser les quantités sur chantier, avoir un certain suivi, de faire les bons choix de dimension des éléments qu'on va mettre en place pour éviter qu'il y ait des chutes et des matériaux qu'on ne va pas utiliser. Donc, je pense que le challenge par rapport à ça est de sensibiliser toute la chaîne de production, c'est-à-dire dès le premier fournisseur jusqu'à la fin de vie du produit, la fin de vie d'un projet. On doit anticiper la fin de vie d'un projet. Qu'est-ce qu'on va faire avec les déchets? Il faut privilégier l'économie circulaire, c'est-à-dire que les déchets d'un chantier, on pourra les réutiliser dans un autre, etc. Donc, c'est vraiment une démarche holistique et penser d'une manière très globale pour pouvoir arriver et intégrer tous ces principes-là. C'est sûr. Et quand vous parlez de sensibilité et de sensibilisation,
J'ai en tête la formation et j'ai en tête l'académique et la recherche. Mais déjà, effectivement, tout ce qui est BIM, ça aide. C'est ça, dès la création, dès la première création, dès la modélisation. Si on modélise avec des normes de famille, si on crée des familles, effectivement, de chaque produit, si on réussit à créer une nomenclature qui est adaptée, ça facilite le quantitative take-off, ça facilite le 5D, ça facilite le taux et ça va nous faciliter effectivement la gestion de chantier et donc avoir moins de déchets, in fine, et avoir moins de matériaux qui sont utilisés. Donc, ça, on est où en ça? On est où dans cette sensibilisation? Et là, je vais me diriger vers Madame et Docteur Leila El-Ghzouani. Déjà, la sensibilisation au Maroc, et après, on va passer en Tunisie avec Docteur Ouns. Mais où on est où en ça? Je sais qu'il y a des Master BIM. On était d'ailleurs en réunion avec le doyen de l'école de School of Architecture de l'UM6P, c'est Docteur Hassan Ardouane. Et où on est où dans la sensibilisation en termes de BIM? Je sais bien sûr qu'il y a des Master BIM qui sont déjà déployés. Il y a beaucoup de promotions qui sont en train d'étudier. Mais on est où en termes de BIM, en termes de gestion de projet, mais aussi en termes de durabilité? Madame Leila, je pense que vous êtes en muet. D'accord. D'accord. En fait, voilà, donc ici à l'université, on est vraiment confiant que l'avenir de la construction se fait à travers le BIM. Et donc, nous proposons parmi une autre série de produits master, un master exécutif sur le BIM. Donc, c'est un master dans l'innovation et dans la singularité réside dans le fait qu'il conjugue plusieurs disciplines et qui en fait un BIM multi-échelle. C'est-à-dire qu'on va travailler sur le BIM, on va être sur le bâtiment, mais on va être également sur l'infrastructure et on va être également sur l'échelle urbaine pour être carrément sur le CIM, le City Information Modeling, à travers les maquettes numériques. Et pour pouvoir être sur ça, on est avant sur tout ce qui est système d'information géographique et usage de la technologie géospatiale. Donc, pour présenter rapidement le master, donc, je disais, c'est les trois principaux modules qui sont étudiés, d'où d'ailleurs l'intitulé qu'on appelle Master exécutif BIM to CIM. Donc, c'est un master qui se fait en format hybride. Alors, tous les cours qui ont un aspect beaucoup plus théorique, ils vont se faire à distance et les autres cours beaucoup plus pratiques, on cherche beaucoup plus l'échange et le partage. Ils vont se faire sur format présentiel sur les deux campus de l'université, à Rabat ou Ben Guerir. Nos intervenants, ils sont différents, diversifiés par rapport à des experts nationaux et internationaux qui opèrent dans le BIM, avec un public de candidats vraiment diversifiés qui viennent avec leur propre expérience et leur propre retour de carrière par rapport à ça, qu'ils soient architectes, topographes, qui fassent de la maîtrise d'ouvrage, de l'exécution par rapport à ça. Et donc, par rapport aux besoins de former en BIM, que ce soit dans la formation post-bac, parce qu'on a des modules BIM qui se font pour la formation, je veux dire, la formation initiale d'architecte ou bien le master exécutif, c'est beaucoup plus par rapport à un contexte qu'on a remarqué, c'est l'extension urbaine et toute cette urbanisation galopante à laquelle fait le Maroc et le monde de manière générale, et qui sera accompagnée par une construction, par un boom de construction qui ne maîtrisent pas pour autant les critères de l'environnement et les critères de collaboration entre l'ensemble des acteurs de l'acte de bâtir. C'est aussi une évolution qui est là par rapport à l'acte de bâtir, qu'on devait accompagner, mais surtout former les futurs architectes et les architectes ou les métiers du BTP en général qui se font ça. Donc, c'est dans ce sens qu'est venu le besoin de former en BIM. Et donc, en fait, c'est une formation, comme je disais, qui va encourager beaucoup plus le networking entre les candidats parce qu'ils viennent de diverses institutions, de divers secteurs. Donc, c'est en soi encourager le partage, le retour d'expérience. Ils ont déjà commencé des projets en BIM, donc on en parle. Et l'idée après, c'est de pouvoir être sur un hub de BIM par rapport au retour et par rapport aux candidats et à l'association des candidats qui va se faire par la suite. Donc, on travaille sur des projets d'études réelles à travers ce qui se fait actuellement, notamment les projets d'infrastructure, comme sur des projets de recherche. Alors, comme vous savez, l'université, elle a un côté beaucoup plus poussé sur tout ce qui est recherche scientifique. Donc, on est, comme je disais, par rapport à ces deux accents. Et aussi, ce qui est attendu par rapport au master de manière générale, c'est aussi les compétences, je dirais, réglementaires.
C'est-à-dire au-delà de tout ce qui est formation sur le théorique du BIM, le pratique, l'utilisation et la manipulation des logiciels des plateformes, aussi un aspect qui est recherché qui est celui du réglementaire pour tout ce qui est rédaction d'appels d'offres, rédaction de marché, de conventions BIM dans ce sens. Donc là, on accorde une attention particulière et aussi des approches managériales qu'on cherche à former que ce soit les architectes en formation BIM ou bien les candidats qui sont en master exécutif. Et bien sûr, tout ce qui est, comme je disais, managérial, territorial, parce que c'est un aspect qu'on cherche à développer et à se diversifier par rapport aux autres master BIM, c'est de toucher les multiples échelles du bâti, le bâtiment, l'infrastructure et bien sûr la ville. Voilà. Je pense que Madame Tissem pourra vous apporter quelque chose en termes de durabilité aussi par la suite. Donc peut-être que ce webinaire sera aussi une partie d'échange par la suite. Mais là, je reste sur la sensibilisation qui passe par la formation et je reviens à Dr Huns pour vous poser en fait la question, mais autrement. Est-ce que vous pensez que vraiment sensibiliser en BIM et pouvoir développer des compétences en BIM doit passer par les professionnels, c'est-à-dire soit architecte, soit ingénieur, peu importe. Mais est-ce que ça doit passer par cela? Et sinon, comment vous voyez aussi la présence féminine dans les bancs d'études, en fait, et dans ces formations-là et dans ces masters-là? Merci Madame Lobna. Donc là, vous avez touché deux points qui sont très importants et auxquels je vais répondre un à un et vous allez voir par la suite comment les choses tournent autour du même sujet qui est le BIM. Et là, c'est très important à parler qu'il faut agir, à mon sens, comme on est en train de le faire en Tunisie, on est en train d'agir sur 3 volets, les tous en mode effervescence. Pour le moment. Donc, on est sur le mode professionnel entre le public et le privé. Donc, on est en train de travailler avec les ministères pour organiser des cycles de formation pour les professionnels du secteur public, parce que c'est eux qui vont guider cette évolution. Mais en même temps, les privés, qui sont des professionnels, sont en train de se mettre chacun de son côté ou en collaboration pour former soit leur entité, c'est-à-dire leur entreprise, soit les entreprises avec lesquelles ils travaillent. Par exemple, moi, dans le secteur de formation chez AMA Group, c'est ce que je suis en train de faire. Donc, je suis formatrice BIM chez un groupe qui est privé, mais à chaque fois qu'on a un projet, on essaie de former tous les contributeurs de ce projet-là pour les sensibiliser à l'importance de l'usage du BIM et combien il nous permet de gagner sur plusieurs plans au niveau du coût, au niveau de la durée, au niveau de la durabilité. Donc, des formations, des cycles de formation qui permettent de sensibiliser, pas uniquement sur la modélisation, mais c'est surtout sur le processus. Parce que moi, en tant que formatrice aussi à l'université, je vois que les étudiants à un certain niveau de licence, ils sont vraiment, ils sont très avancés sur le côté de l'usage du logiciel, que ce soit de modélisation ou de coordination. Donc, ils s'y mettent réellement. Ce qui leur manque, c'est réellement de s'y mettre au processus, c'est-à-dire de comprendre ce processus collaboratif, comment ils doivent l'utiliser à fond, comment ils doivent en profiter de toutes les capacités de ce processus pour permettre la réussite du projet tout en gagnant sur le temps, sur le coût, sur la durabilité, sur tous les aspects. Donc, étant à l'université, donc je suis dans une institution où on se soucie aussi bien de l'architecture du bâtiment, de l'urbanisme et de l'environnement. La formation de nos étudiants, elle met en priorité tout ce qui est modélisation, c'est-à-dire la maîtrise des logiciels. Et en modèle master par la suite, ils passent à l'École nationale d'architecture et d'urbanisme ou bien d'autres institutions qui sont en train de travailler sur des masters BIM. Justement, donc, ils ont la maîtrise de la modélisation. On leur ajoute au niveau du master le principe de la collaboration et du travail, du partage du travail. De l'autre côté, donc, dès qu'ils seront prêts à l'embauche, que ce soit dans le secteur privé ou public, ils auront le champ qui est prêt pour l'embauche, c'est-à-dire au niveau du public ou du privé. Les décideurs savent très bien l'importance de cet outil de travail et de ce processus. Donc, pour moi, ce qui est important, c'est de ne pas limiter l'usage du BIM à la modélisation, parce que là, il y a toujours une confusion. Donc, maîtriser le logiciel, ce n'est pas maîtriser le processus. Il faut rester dans cette logique-là. Il faut vraiment focaliser sur ça.
Je reviens maintenant au BIM et à la femme dans le BIM. Donc, moi aussi, en tant que professionnelle, et je travaille depuis plus que 15 ans dans le secteur de projet, je vois que la contribution de la femme, elle est estimée pratiquement à 2% dans le secteur du bâtiment, en tête d'entreprise. Et là, je commence par une expérience que j'ai vécue moi-même. Donc, c'était une expérience au sein de l'entreprise Bâti Travaux où je me suis retrouvée seule à gérer un chantier, à assurer le suivi de chantier, la seule femme sur chantier à assurer ce projet-là, et ça depuis 17 ou 18 ans. Ça m'a pas empêché de finaliser mon travail, mais c'était pour moi un déclic pour voir que c'est vrai que la femme n'y participe pas. Elle participe en phase de design, elle participe en phase de conception, d'architecture, donc elle est toujours tributaire du bureau. Mais dès qu'on arrive à la phase du rêve et de la concrétisation de son rêve, elle se retrouve cloisonnée. Elle n'a pas vraiment accès à voir son bébé grandir, quoi. Donc, elle est cloisonnée dans le bureau. Elle assure les modifications, les changements, mais pas les prises de décisions qui sont prises au cours du chantier. Donc là, avec le BIM et avec ce processus collaboratif, elle a vraiment une chance de voir son projet évoluer dans le sens qu'elle a choisi dès le départ, d'assurer tout modèle de collaboration et via ces plateformes, via les logiciels, via les détections de clash et tout ça, pour justement amener son produit ou son projet jusqu'à la fin, tel qu'elle l'a voulu, tel qu'elle a imaginé. Et c'est là que vraiment j'essaie de toujours autour de moi d'encourager les femmes d'aller vers le BIM, parce que c'est vraiment un processus qui permet de réaliser, de concrétiser leur projet et de voir qu'ils sont vraiment capables de gérer leur projet jusqu'à la phase finale, c'est-à-dire la phase de réception de leur projet tel qu'ils l'ont imaginé. Parce que la frustration, c'est de voir des modifications qui sont imposées en cours de chantier parce que voilà, il n'y a pas d'autre solution que de faire comme ça. Et voilà, tu n'as pas vraiment à décider comment ça va changer ou comment ça va évoluer. Donc voilà, je trouve que la femme, c'est la porte d'entrée qui va permettre d'assurer son emplacement et son empreinte dans le domaine du bâtiment. Je sais pas, chez Madame Lamia, d'ailleurs, c'est parce qu'effectivement, ce que vous dites, Madame Huns, c'est que le BIM peut effectivement aider à ce que la femme pilote son projet jusqu'à la réussite ou à la fin du projet. Et là, je pars chez Madame Lamia, vous êtes ingénieur de structure de formation. Il y a une notion qui s'appelle le glass ceiling, c'est-à-dire que le plafond de verre, c'est-à-dire que les femmes ne peuvent pas effectivement gravir ces échelons, comme a dit Dr. Huns. Donc, comment vous avez pu, comme ingénieur actuellement, comme gérant de projet, comme gérant d'une équipe aussi, comment vous avez pu surmonter ces obstacles-là pour pouvoir arriver à gérer votre projet in fine? Oui, Lubna. En fait, j'ai vécu presque la même situation que Dr. Hans. Je me suis trouvée seule au milieu d'une dizaine d'ingénieurs, d'architectes, de techniciens de plusieurs domaines. J'étais la seule femme. Et après plusieurs années de travail, j'étais leur chef de projet. Et excusez-moi, juste un moment là, parce que j'ai un problème de batterie. Je m'excuse. Effectivement, on voit très très rarement des femmes qui sont présentes sur les chantiers, que ce soit au Maroc, que ce soit en Afrique en général. On se déplace peut-être en Europe, mais même en Europe, même à l'international, c'est quelque chose qu'on ne trouve pas. On collabore avec plusieurs artistes un peu à travers le monde. C'est toujours la présence féminine n'est toujours pas là. Donc, en attendant, Madame Lamia, je vais Oui, partir. Là, c'est bon, Lamia? Oui, c'est bon, je m'excuse. Effectivement, les femmes sont dans les bureaux et les hommes sont sur le terrain. C'était le cas. D'ailleurs, même j'ai vécu quelques situations où j'ai postulé pour des offres d'emploi et on exigeait, il y avait une exigence par rapport au genre. Le conseil qu'on m'a donné à l'époque par rapport à cette situation, c'est rends-toi indispensable et évolue en compétences. C'est ça. Et il y a un modèle, il y a un certain modèle de management, d'analyse stratégique. C'est la stratégie, on appelle ça stratégie d'acteur. Ça consiste à maîtriser les zones d'incertitude.
Quand on arrive à maîtriser la zone d'incertitude dans un projet, à maîtriser son risque et à maîtriser la résolution de problèmes, on devient indispensable au projet. Et je crois que, je rajoute sur ce que Madame Hans a dit, c'est le BIM qui va permettre aux femmes de maîtriser cette incertitude, surtout actuellement en phase de transition, en phase de digitalisation, vu surtout leur fort potentiel en termes d'études, le fait qu'elles sont souvent sur des projets d'études, sur des bureaux d'études, elles sont souvent au bureau. Je crois que la clé ici, c'est de profiter de cette situation, de la rendre comme une opportunité au lieu de la considérer comme une contrainte ou un blocage, parce qu'en réalité, ce n'est pas seulement un obstacle hiérarchique. On n'a pas accès, aux mêmes opportunités, on n'a pas accès à des postes d'emploi, même dans le niveau opérationnel de la pyramide. Et je crois que c'est à travers la compétence. Après, le capital humain, c'est le moteur de l'entreprise. Et on est le moteur de l'entreprise. Voilà, donc pour répondre à votre question, Loubna, c'est ça, c'est à travers la compétence, à travers le capital social, le réseautage, la maîtrise de la communication, de la collaboration, du réseautage, la maîtrise du BIM et tous les aspects de la technologie de la construction. Voilà, je crois que j'ai répondu à votre question. Je rajoute juste à la fin une citation que j'aime bien de Deming. Il dit que si vous croyez que un professionnel coûte cher, essayez donc l'incompétent. Et donc un bon manager devant la compétence, il prendra la bonne décision. Exact, exact. Et c'est vrai parce qu'il ne faut pas être axé argent et budget, parce qu'in fine, on perd plus qu'on voulait perdre au début. Et ça, c'est quelque chose qu'on a vu sur plusieurs projets un peu partout dans les interventions BIM qu'on a eues. Effectivement, quand on emploie une personne qui fait ce qu'elle dit et qui le fait d'une bonne manière, c'est-à-dire les bons processus du BIM, effectivement, ça ne sera que gagné à la fin, in fine, parce que c'est un processus qui permet une optimisation. Mais là, je vais revenir sur ce terme-là de directrice de projet, gestion de projet, parce que Madame Tissam, effectivement, vous êtes directrice de projet au sein de Sustainway, et je pense que vous avez bien sûr eu une carrière où vous êtes passé par plusieurs entreprises, donc par plusieurs cabinets, par plusieurs projets aussi. Donc, votre expérience, est-ce que vous pensez que le BIM, vous êtes référente BIM d'après ce que je sais, vous êtes référente BIM aussi à Sustainway. Est-ce que pour vous, le BIM, ça vous a permis de trouver d'ailleurs une voie professionnelle dans le secteur de construction et à vous adapter ou vous faire une place parmi la table des hommes? Vous êtes en muet. Déjà, il faut. Voilà. Donc, vous avez parlé tout à l'heure, comme l'a bien dit Madame Lémia, et vous-même. Donc, en processus traditionnel de développement de projet, on a toujours des problèmes qu'on perçoit lors de nos projets, comme par exemple les dépassements de délai, les dépassements de temps. Donc, il y a pas mal de sujets qui ne sont pas maîtrisés en processus de développement de projet traditionnel parce qu'il y a une information qui n'est pas bien circulée. Il y a des solutions qui ont été définies d'une manière qui n'est pas optimale, c'est-à-dire il y avait pas un confrontement des différents plans, des différentes études, des différents intervenants pour sortir avec les meilleures synergies qu'on peut retrouver entre les disciplines. Et le secteur du bâtiment, c'était l'un des secteurs le moins développé, qui n'a pas connu de digitalisation depuis bien des années. Et du coup, avec le BIM, c'est un moyen, c'est un processus qui vient combler toutes ces failles, euh, c'est-à-dire centraliser l'information qui est le centre de la démarche. Donc, c'est la première chose, d'éviter qu'il y ait des versions, qu'il y ait des problèmes de version, des problèmes voilà, de définition des solutions, etc.
Il y a aussi les problèmes de collaboration. Donc, il y a le BIM qui va venir centraliser la maquette, le processus et toutes les productions au niveau d'une plateforme numérique. Du coup, on a une JED qui va nous permettre à tous les intervenants d'un projet d'accéder à la même information au même moment. Donc, je pense qu'en venant avec ces solutions, qu'en venant avec des manières et des processus de gestion qui sont centralisés, qui sont intégrés, qui visent à fédérer tout le monde autour d'un même objectif, je pense que ça fait la différence et que voilà, ça laisse un impact positif lors d'un passage sur un projet. Donc, le BIM, il vient combler, il vient nous rajouter cette partie-là qu'on ne retrouve pas en processus traditionnel, qui est une conception intégrée, collaborative, la centralisation de l'information, des outils numériques qui vont nous permettre aussi de faire plusieurs simulations en phase conception pour prendre les meilleures décisions, même par rapport à la durabilité. Donc, il y a des outils digitaux avec l'interopérabilité du BIM, avec les outils qu'on va retrouver. On peut arriver à faire des simulations en phase conception pour sélectionner les meilleures solutions et avancer, et éviter les modifications en phase construction quand c'est plus onéreux de faire des modifications, de démolir, de reprendre des éléments avec des impacts sur coût et délai aussi. Donc, je pense que étant femme dans le domaine du BIM et maîtrisant le processus, euh, on va garder ce rôle fédérateur de l'équipe, fédérateur du processus, qui va essayer de centraliser l'information, qui va essayer voilà, de ramener tout le monde autour d'une table pour essayer de sortir avec les solutions les plus optimales, avec les manières de faire les plus optimisées. Donc, je pense que c'est ça l'apport du BIM. Ça aide à se démarquer parce que c'est des processus qui sont nouveaux. Voilà, c'est en fait une manière de faire qui va être changée. Je pense, Madame Ons, vous avez quelque chose à ajouter, c'est ça? Alors, je pense que vous devez... Exactement. Donc, je voulais juste rajouter par rapport à ce que Madame Eftissem vient de dire, c'est de dire justement, moi, ce qui m'a beaucoup impressionné dans le BIM, c'est qu'il met tous les intervenants au même pied d'égalité. Donc, il n'y a pas d'égalité, il n'y a pas de différence de genre ou de langue ou autre chose. On a des principes, on a une logique de travail, on est tous on partage tous la même information, on a tous accès à la même information au même moment. Et ça, c'est vraiment, je trouve, le génie du BIM parce qu'il ne distingue pas entre hommes, femmes, entre qui est comment, manager ou autre. Donc, on a tous accès. Mais là, je tire peut-être un peu la sonnette d'alarme, c'est pour dire qu'aux femmes, il faut savoir se positionner. Il faut savoir se positionner dans le poste de manager, ne pas rester dans le poste de modélisateur et de rester cloisonné sous prétexte que voilà, on est fait pour exécuter les travaux. Non, il faut qu'il y ait une conscience qu'on est vraiment au top de la compétence. Et on a beaucoup d'atouts que les hommes n'ont pas ou je ne veux pas comparer, mais on a beaucoup de compétences. Il faut croire en soi. Il ne faut pas occuper des postes pour dire, voilà, juste pour modeler comme des modeleurs ou des coordinateurs, mais on est capable d'être des managers. Et c'est ce que j'invite toutes les femmes à vraiment occuper ces postes-là et être au même pied d'égalité que tous les partenaires du projet. Exact. Et en fait, se pousser en fait l'envie et l'ambition pour pouvoir voir quelque chose d'autre et ne pas, comme vous avez dit, être axé sur le B à bas, sur la modélisation, mais pour partir à la coordination. Et là, je parle aussi de l'importance du processus de clash detection et parce que c'est un processus qui est incrémental en BIM. Et donc, si on ne mobilise pas ce processus-là, on ne va pas avoir autant d'optimisation, on ne va pas avoir autant de coordination, on va pouvoir arriver à un projet de construction as built in fine, donc il n'y aura pas de changement sur le projet. Donc,
peut-être que ces femmes-là, elles doivent avoir l'ambition de vraiment prendre les bonnes manières ou les bonnes pratiques de faire du BIM et ne pas se limiter à la modélisation en tant que telle. Et c'est là où je passe encore une fois à l'aspect académique. Madame Leïla, comment vous voyez en fait l'intervention des femmes lors de vos formations et de vos masters? Et à votre avis, est-ce qu'il y a plus de femmes que d'hommes? Parce que maintenant, on voit qu'effectivement, dans les bancs des écoles marocaines, tunisiennes, algériennes, en Afrique en général, il y a maintenant plus de femmes et d'hommes, il y a plus de bachelières que de bacheliers. C'est quelque chose qui est bien. Mais en termes professionnels, en termes académiques et scientifiques in fine, est-ce que ça existe toujours? Oui, en fait, de manière générale, il y a une tendance qu'on remarque, que ce soit dans le master BIM ou la formation de manière générale à l'université, c'est que la formation exécutive reste principalement dominée par les hommes. Il y a beaucoup plus d'hommes qui vont faire des masters exécutifs, mais par contre, il y a beaucoup plus de femmes qui vont faire une formation doctorale. Donc ici, la tendance, elle va s'inverser. Mais ce qui n'est pas le cas pour l'école d'architecture. Là, à l'école d'architecture, on est réellement avec nettement plus de jeunes femmes que de jeunes hommes. Et moi, je pense que ça reste des choix de carrière. Les femmes, elles iront beaucoup plus à une formation beaucoup plus de recherche, moins présente dans les bureaux d'études, moins présente dans les entreprises et le contraire. Et donc là, avant, peut-être on aurait pu dire que le métier d'architecture était beaucoup plus réservé aux hommes. Maintenant, les femmes, elles brillent sur ce domaine, que ce soit dans la conception, dans les chantiers, comme a dit Madame Ons, que ce soit dans l'administration ou dans l'enseignement, donc on les trouve un peu partout, mais à des niveaux de présence qui sont différents. Et là, vraiment, pardon, oui. Allez-y, 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 je Donc vous laisse. là, je disais, c'est que là, j'invite vraiment les femmes à être sur les formations master parce que c'est pas réellement comme on le dit, c'est pas aussi preneur, mais c'est des formations qui sont ciblées, qui partent directement vers ce qu'on pourrait souhaiter apprendre dans une vie d'entreprise. Donc, que le stigma ne soit pas réellement que les masters sont plus réservés aux hommes et la formation doctorale réservée aux femmes. Exact. Parce que, comme vous dites, il y a plusieurs femmes architectes. Personnellement, j'en connais plusieurs, des femmes, de grandes femmes, tabarakallah, qui ont pu avoir de belles carrières, qui ont fait de beaux projets. Par exemple, je dis n'importe quoi, Madame Zaham Kinsi, qui est l'une des plus grandes architectes au Maroc, Oui, qui fait beaucoup de projets en CDG et tout ça. Madame Souad, qui fait partie de l'UM6P, qui est d'ailleurs une enseignante avec vous dans le master à Ben Guerir. Donc, il y a quand même beaucoup de femmes. Est-ce que vous voyez que c'est que les femmes ne font pas autant de publicité à leur carrière que les hommes? Parce que c'est du marketing personnel. Est-ce que les hommes, ils sont plus aptes à parler d'eux, à parler de leur exploit, à parler il y a quand même un imposteur syndrome qui vient dans la carrière et de la présence féminine, non? oui, c'est vrai. Il y a cette histoire de parler de soi, de pouvoir faire la promotion de ses projets. Il y a aussi un historique qui est là, c'est-à-dire avant, aussi nombreuses sont les filles qui font architecture, mais les projets, les grands projets, je veux dire, très structurants au niveau du royaume, ils seront beaucoup plus décernés à des hommes, avec une présence de filles dans les cabinets. Donc, mais la signature principale restera une signature d'homme. Donc il y a ça, il y a aussi l'historique par rapport à décerner des projets à des hommes, parce qu'il y a une maîtrise, qu'on juge beaucoup plus maîtrisée du chantier de la part des hommes que par rapport aux femmes. Donc là, c'est beaucoup plus des images qu'on essaie de changer et de dire que oui, les femmes peuvent être sur tout le domaine. Il y a une sensibilité qui est très bien assurée au niveau de la conception architecturale par les femmes. Il y a une présence, il y a une fermeté, il y a une bonne connaissance du chantier. Et puis maintenant, avec le BIM, les femmes n'hésitent pas à briller par leurs compétences, je dirais, très managériales du projet dans toutes ces étapes. Voilà. Bien sûr. Madame Lamia, on vous a retenu le maximum possible. Allez-y, on vous écoute. Ah oui, je voulais juste rajouter un point, parce que vous avez parlé des statistiques. Je voulais juste vous rappeler des statistiques de l'UNESCO, février 2021, où on a eu, enfin, le Maroc, l'Algérie, l'Égypte aussi, la Tunisie ont eu des pourcentages très élevés en femmes ingénieurs. C'était plus de 40%. Je ne sais pas si vous vous rappelez. On était toutes contentes à lire ces statistiques. Personnellement, par rapport au nombre de femmes dans le domaine de la construction, d'après ma propre expérience, je crois que oui, comme vous avez dit, il y a un syndrome d'imposteur. C'est plutôt une sorte d'illusion.
elles ont peur du domaine, on ne les sensibilise pas assez, elles ne se voient pas qu'elles sont aptes et qu'elles peuvent vraiment gérer des projets de construction, à être sur un chantier et à gérer des méga projets. Donc, j'imagine qu'il faudrait bien travailler encore plus sur cet aspect de sensibilisation et de promouvoir les métiers de la construction. Voilà. C'est sûr. Et donc, je reviens à Madame Huns pour en fait vous demander, là on parle de sensibilisation, d'importance d'intégrer les femmes dans les projets, mais comment on peut faire cela à votre avis? Vous êtes formatrice en BIM, vous êtes enseignante, comment on peut faire cela? Voilà, alors au niveau justement, il faut sensibiliser. Sensibiliser comment? C'est ça la question. C'est que au niveau, par exemple, universitaire, il faut se dire que ce sont des domaines qui sont cherchés et que l'employabilité, le taux d'employabilité dans ces secteurs-là, ils sont de plus en plus importantes. Donc, pour celles qui sont intéressées à avoir une carrière dans ça, c'est vraiment le moment d'être parmi les premières promotion à être, je dirais bien, recrutée rapidement. Les portes sont encore ouvertes et on y cherche dans tous dans tous les pays des personnes qui maîtrisent, que ce soit la modélisation, la coordination et encore plus le management et la gestion de l'information. Au niveau donc c'est ce qu'on est en train de faire au niveau de l'académique. On est en train de mobiliser les femmes qui sont connus par leur enthousiasme vers tout ce qui est académique et à poursuivre leurs études et tout, à continuer vers le BIM management, parce que là, c'est une clé qui va leur permettre d'avoir un statut assez important au niveau de la maîtrise du projet, à pouvoir collaborer, à pouvoir coordonner des projets et aller beaucoup plus loin que si on est recruté dans une société avec juste un apprentissage ou une connaissance au niveau de la modélisation. Donc là, c'est très important aussi ce qu'on est en train de faire, aussi de sensibiliser les secteurs publics de l'importance de recruter et de former leur personnel. Parce que du moment où ils sont conscients de cette importance-là, il y a une notion qui est très importante, c'est la résistance au changement. Et là, c'est ce problème de résistance qu'on est en train de voir et de confronter tous les jours, que ce soit au sein du secteur public ou bien au sein du secteur privé, c'est qu'il y a une difficulté à creuser dans ce domaine-là et à imposer ou à convaincre les décideurs de l'importance d'aller vers ces formations-là. Je sais qu'à partir d'un certain moment, c'est un peu difficile de s'y mettre, mais déjà d'avoir une acceptation de l'importance de ce processus, de voir et de lire et de comprendre que c'est un aspect qui va être qui est de plus en plus mondialisé, c'est-à-dire qu'on n'est pas les seuls en Afrique, on va vers ça, mais c'est tout le monde qui va vers ça, qui va nous ouvrir d'autres portes, d'autres opportunités. Donc, il faut que l'administration aussi suive. Donc, ça, c'est des outils et des moyens de convaincre les décideurs de l'importance de ça parce qu'ils ne le savent pas réellement, mais avec des réunions, avec des présentations, on est en train de travailler sur ça pour les sensibiliser de l'importance de se former et de recruter des gens qui sont formés pour ça parce qu'on sait bien que les projets publics, ils coûtent très cher pour l'État et engager des processus BIM qui sont bien maîtrisés, qui sont bien travaillés, permettront de gagner aussi bien sur l'exécution, à ce que chacun assume sa responsabilité en un temps bien déterminé. Et c'est ce que veulent les décideurs finalement, parce que dans chaque État, ils ont besoin de gagner sur le temps, de gagner sur le processus et d'avoir une bonne qualité, une meilleure qualité de travail. Donc déjà, le fait de leur introduire le processus, comment il fonctionne, ils sont vraiment partants. Alors, on ne vous entend plus, Madame Huns? Est-ce qu'il y a un petit souci de connexion? Vous n'arrivez pas à m'entendre? Non, c'est bon. Allez-y, on vous entend. Donc voilà, heureusement qu'en Tunisie, on commence déjà à avoir des marchés publics qui proposent de travailler avec ça justement pour donner de la crédibilité à ce processus et pour montrer que voilà, le fait de gérer ces projets-là en mode BIM va nous permettre après, par la suite aussi, d'aborder la phase d'utilisation, la facility management,
Donc, ça va nous permettre aussi de gagner sur cette quatrième phase qui n'est pas vraiment, qui n'est pas considérée dans le cycle de vie du bâtiment. Donc, une fois on a soumis le bâtiment, voilà, on est tranquille, on a fini. Non, il y a déjà une phase qui, par la suite, elle est d'une importance extrême parce que aussi la gestion du bien ou la gestion du bâtiment, par la suite, elle est d'une grande importance et il faut que l'on soit conscient de cette phase-là. Et ça aussi, c'est un autre point, c'est un autre justificatif qui permet aux décideurs de vraiment de faire ce choix-là, d'aller beaucoup plus vers le choix du processus BIM. Donc, je pense qu'en Tunisie, on est vraiment sur la bonne voie. On est en train d'agir sur les 3 plans, sur le plan académique, professionnel public et privé, pour pousser au maximum et vraiment, j'espère que d'ici quelques années, on va voir qu'il y a vraiment un pas de géant qu'on a pu dépasser et qu'on est vraiment sur de bonnes intentions et sur de bonnes lancées. Voilà. En fait, ce que je comprends de ce que vous avez dit, d'ailleurs, cette évolution n'est pas seulement en Tunisie, mais on le voit au Maroc, on le voit au Nigeria, on le voit au Niger, on le voit en Égypte, on le voit partout en fait en Afrique, et c'est ce qui est beau à voir. Mais aussi cet aspect facility management, in fine, cet aspect gestion de bâtiments après, ça commence à créer des opportunités d'emploi, vu qu'on commence avec du BIM, on a besoin de quelqu'un qui va relever. Il ne peut pas y avoir toujours des changements de poste et on a perdu les plans, on a perdu les informations, on a perdu le donné, le contact avec le fournisseur, tout ça. Donc les digital twins, effectivement, ils œuvrent à pouvoir piloter ce segment d'exploitation, mais aussi créer des opportunités d'emploi que de jeunes filles peuvent viser. Et là, vous avez aussi parlé de management, vous avez aussi parlé de gestion de projet. Est-ce que, Leïla, vous intégrez ces deux modalités dans vos formations? Et est-ce que vous pensez qu'il y a d'autres choses, ou plutôt d'autres moyens que ces jeunes ingénieurs, ces jeunes architectes, ces jeunes techniciens, ces jeunes BIM spécialistes doivent les utiliser pour pouvoir effectivement lancer leur carrière en construction et avoir une meilleure carrière et non pas seulement lancer, mais poursuivre leur carrière. En fait. Sûr. Donc voilà, parce que l'objectif, c'est un peu être sur l'excellence. Donc au-delà, comme je disais tout à l'heure, au-delà de tout ce qui est aspect théorique et pratique du BIM, on s'intéresse principalement aux aspects réglementaires et juridiques. C'est-à-dire on les forme à toutes les compétences requises pour la rédaction des conventions BIM, pour la rédaction des marchés. Comme a dit Ons, maintenant on se prépare avec des appels d'offres et des marchés publics qui vont se faire sur le BIM. Et aussi toutes les compétences managériales qui sont requises pour gérer la collaboration entre les différents acteurs. Mais de manière générale, pour pouvoir, je dire, au-delà d'exercer une carrière en BIM et de pouvoir briller, dans ça, c'est tout d'abord une bonne ossature sur toutes les connaissances relatives, que ce soit au bâtiment, à l'infrastructure ou bien à la ville de manière générale. Là, je fais référence à tout ce qui est SIM, au City Information Model. Et que ce soit aussi par rapport au domaine de la topographie, parce qu'on a également des topographes qui veulent intervenir sur cet acte de bâtir. Donc, le processus de collaboration entre les différents acteurs, c'est une compétence qui est aisément gérée par les femmes et qui n'hésitent pas à briller dans ce sens. Les notions juridiques, on insiste parce que c'est tout un rouage qu'il va falloir maîtriser dans ce sens. Et la compétence qui est également très requise par rapport à ça, c'est de pouvoir parler plusieurs langages, de pouvoir comprendre les contraintes de l'ingénieur de structure, de pouvoir comprendre les contraintes d'un bureau d'études en fluide. Et ça, c'est l'architecte. Quand on va faire notre conception du bâtiment de manière générale, peut-être qu'on n'aura pas à considérer l'ensemble des contraintes. Pouvoir être sur une plateforme BIM, c'est pouvoir les comprendre et par la suite les intégrer et composer avec pour être sur un bâtiment qui respecte toutes les contraintes. Donc là, je pense que c'est un résultat, ou bien c'est un atout qui est offert par le BIM de pouvoir conjuguer les contraintes de chaque intervenant et pouvoir arriver à un bâtiment qui remplit l'ensemble des contraintes requises. Il y a une autre compétence qui est très demandée pour pouvoir être dans la construction, et là je pense que l'ensemble des panélistes ils seront d'accord, c'est la résolution des problèmes. C'est-à-dire on a beau être sur une conception telle, mais face au chantier, les choses ont changé et on a plusieurs sujets, plusieurs problèmes qui vont intervenir auxquels il faut trouver des solutions sur place. Peut-être ça prendra quelques heures ou quelques jours pour pouvoir envoyer un plan modificatif. Donc là, c'est aussi une des compétences qui doit être maîtrisée. Et je termine sur le fait de pouvoir être sur plusieurs fronts, parler plusieurs langages et
et pouvoir networker dans ce sens. Voilà. Espérons que par la suite, on parlera plus de plan, mais on parlera de maquette BIM, de modèle BIM. Exactement, On parlera exactement. plus de changement de chantier parce qu'on aura quand même un processus de clash detection qui enlève vers les 99% de tous les clashs qui vont avoir lieu. Mais effectivement, tout ce qui est polyvalence, résolution de problèmes et pouvoir en fait avoir des langages qui sont différents avec tout ça parce que le BIM manager, il est là à gérer tout le monde, mais quand même à comprendre tout le monde. Donc, il faut qu'il comprenne en fait ces différents problèmes et il faut qu'il les résout. Donc, pour moi, je demande à Madame Lamia, c'est que on parle de processus de clash detection, on parle de tout cela, mais quand même, il y a des technologies hors du BIM, c'est-à-dire que le BIM, il est annexé à d'autres technologies qui existent maintenant dans le secteur de construction. Et ma question, c'est comment vous voyez, ou là, quelles sont ces technologies que vous voyez que ces architectes, ces techniciens, encore une fois, ces ingénieurs doivent suivre pour pouvoir apporter une meilleure valeur ajoutée au secteur de construction? Donc, je rajoute sur ce que Madame Leila a dit, ce que Madame Ibtissam et aussi en parlait tout à l'heure de l'information, de la planification, de la réduction des incohérences et la réduction des délais. Vous avez parlé aussi du management. Tout ça m'emmène vers un concept du lean management, les 5 zéros. Zéro défaut, zéro papier, zéro stock, zéro délai, zéro panne. Je crois, oui, c'est zéro panne. C'est justement le cœur du BIM. Mais ça ne suffit pas de modéliser des informations. L'information, elle est importante, oui, mais elle est aussi elle est valorisée quand elle est pertinente, quand elle est partagée avec les bonnes personnes et au bon moment. Donc, de ma part, j'insiste sur l'aspect collaboratif, sur toutes les plateformes et les outils du travail collaboratif. Par rapport au domaine de la construction. J'insiste aussi sur la maîtrise des processus de digitalisation de la maîtrise d'ouvrage. Ça, c'est très important parce que les méthodes de travail vont changer, les procédures vont changer. Et il serait très important aussi d'être à jour avec cette évolution. Après, la planification aussi, c'est très important, les outils de planification. On dit souvent que quand on réussit la planification, le projet est réussi. Parce qu'après, en exécution, on va se retrouver seulement à appliquer, à exécuter ce qu'on a planifié. Donc, peut-être que ce que je recommande aux étudiants, c'est n'hésitez pas de vous former sur les outils de gestion de projet, les outils de planification et n'hésitez pas aussi à fournir ces outils à vos salariés. Exact. À investir en fait des budgets dédiés à des solutions de gestion et tout ça. Donc, comme vous avez dit, ça rejoint un peu l'idée de Madame Leila de la résolution de problèmes et de pouvoir être quand même polyvalent et d'acquérir des compétences techniques dans ces solutions-là. Et je tourne vers Madame Tissam. Donc, à votre avis, et vous, comme directrice de projet, comme Sustainability Manager, comme référente BIM, qu'est-ce que vous attendez en fait de la prochaine décennie des femmes africaines et professionnelles dans ce secteur-là? Donc, comme Madame Ons l'a souligné tout à l'heure, c'est qu'elle soit ambitieuse. Donc, la femme doit être ambitieuse et pas se contenter des métiers de modeleur et de stagner sur ces niveaux-là. Mais voilà, d'avoir de l'ambition, de chercher toujours à évoluer, d'être à l'affût des nouvelles technologies, de continuer d'innover et de s'affirmer par l'ambition et par la volonté d'évoluer dans des postes qui sont fédérateurs. Voilà, donc je pense que de garder ce rôle fédérateur, ce rôle de facilitateur pour avoir de l'impact au niveau des projets et au sein des équipes. Et aussi pour toucher cet impact d'ailleurs, pour le sentir et ne pas être au back-office. Exact, Exactement. c'est très important. Je ne crois pas qu'on a déjà fini le webinaire. Maintenant, ça fait 1 heure tabarakallah, qui est passé très, très rapidement en discutant sur ce sujet-là que je pense que c'est vraiment une petite goutte, une première petite goutte dans une brique ou là, dans un cerceau qui doit être rempli.
espérant qu'il y aura plus de dialogue en termes de rôle de femmes et de présence féminine dans ce secteur-là, espérant qu'il va y avoir plus de contributions, plus de présence d'étudiantes, de présence de prochains ingénieurs, de présence de prochains architectes avec nous pour en discuter, pour sentir peut-être des workshops, peut-être des ateliers. Donc d'ailleurs, le BIM Africa Summit, il s'insère en ça aussi. Il y aura des panels qui seront pilotés que par des femmes, pour des femmes, donc pour pouvoir avoir une communication directe entre des étudiants et des femmes experts dans leur métier. Vous êtes toujours d'ailleurs toutes invitées à nous rejoindre et participer dans des panels comme cela. Donc je clôture, soi-disant, avec une dernière question pour diriger vers vous toutes. Dans le cadre du Women Empowerment, dans le cadre de l'inspiration féminine, dans le cadre de donner une opportunité à ces personnes-là qui vont écouter ces webinaires, qui font partie de l'audience actuellement, là, qui vont l'écouter par la suite quand il sera diffusé dans notre chaîne YouTube ou là, dans la chaîne de l'ANG ou de BIM Africa Initiative. Je vous prie de toutes de nominer une femme qui vous a marqué dans la construction ou là dans le BIM ou là dans votre carrière, dans votre vie professionnelle et qui vous a un peu inspiré, qui vous a inspiré pour pouvoir mener et poursuivre votre carrière professionnelle. Et là, je vais commencer par la Tunisie, par Madame Ouns. Et après, on va passer aux autres intervenants. Donc, Madame Ouns, partagez avec nous une petite expérience que vous avez eue hors chantier, dans le domaine académique, avec une femme qui vous a inspiré. Et vous êtes en muet, Madame Ouns, donc si vous permettez d'activer votre micro, comme ça on vous écoute tous. Merci beaucoup, Madame Lobna. Je suis vraiment très ravie de voir cette effervescence du BIM dans la communauté africaine et je suis vraiment fière de faire partie et de découvrir au fur et à mesure d'autres femmes qui sont aussi belles que vraiment très compétentes et qui vont droit vers ce domaine. Moi, personnellement, j'ai eu beaucoup de patience à poursuivre, à continuer dans ce domaine. J'ai eu beaucoup de recul avant de l'entamer et de voir que c'est un domaine qui est vraiment fait pour les femmes, je dirais même, parce qu'on est persévérante, on est orienté vers cette volonté d'apprendre en continu et c'est ça le BIM, vraiment, essayer toujours d'apprendre. C'est des choses qui changent et comme je suis enseignante, je ne me voyais pas stagner dans un stade où je vois mes étudiants aller plus loin dans la modélisation alors que moi, je ne comprenais pas ce qui s'est passé derrière ça. Donc, c'était vraiment quelque chose qui m'a poussée à aller beaucoup plus loin et à chercher dans ce domaine du BIM. Et c'est vraiment là que j'ai rencontré plusieurs femmes qui m'ont beaucoup inspirée, qui m'ont encouragée. Et là, je suis sur un master international avec Ziggoura. Madame Ouns, on vous a perdu encore. Vous dites? On vous a perdu, allez-y. Donc, vous avez arrêté à Ziggurat. Voilà, exactement. Donc, je suis sur un master BIM et là aussi, j'ai eu l'occasion de rencontrer plusieurs dames et plusieurs intervenantes qui m'ont vraiment inspirée. Et moi, je citerai Madame Marzia Bolpani, qui est italienne et qu'on a eu le plaisir de la connaître lors des cours. Et ce qui m'a vraiment inspirée en elle, ou bien qui m'a poussée à aller un peu dans son cursus, c'est que vraiment, elle occupe plusieurs postes et elle est toujours dans l'écriture des livres, dans l'écriture des articles, dans la recherche, dans l'encadrement. Et ça, c'est vraiment un domaine qui m'impressionne beaucoup. C'est-à-dire que le BIM, on peut le voir dans un côté académique, dans un côté de modélisation, dans un côté professionnel, mais aussi dans l'écriture de livres, d'articles, rester toujours dans cette volonté de communiquer ce qu'on apprend pour pouvoir aller plus loin. C'est-à-dire que c'est un domaine où l'échange, il est important. Un échange à l'échelle du projet, mais un échange autour des outils, des problèmes rencontrés, de la manière de faire. Et là, j'invite toute la communauté africaine et je pense que lors du sommet marocain, du sommet africain au Maroc, on aura vraiment un échange très important. Et je suis vraiment enthousiaste de partir au Maroc pour justement joindre cette équipe et connaître
Et pourquoi pas avoir, puisqu'on est tous sur des master BIM, on est tous sur cette volonté de faire, justement d'avoir des workshops avec des étudiants, des échanges entre les universitaires pour justement échanger les outils, échanger les méthodes et encourager ces jeunes à aller beaucoup plus loin dans ce domaine. C'est sûr que le BIM Africa Summit sera une porte ouverte à tout le monde. Il y aura plusieurs ateliers qui vont être organisés. Je pense environ 14 ateliers qui vont être mobilisés pour donner des opportunités à tout le monde de pouvoir partager de la valeur avec toute l'audience. On est maintenant à environ 1100 personnes qui ont répondu présent à l'événement. Vers les 40 stands qui seront là, il y aura aussi des espaces de masterclass qui seront offerts et ouvertes pour que vous partagiez avec l'audience. Donc, toute opportunité, toute envie de partage, elle sera accueillie au BIM Africa Summit et c'est pour ça, d'ailleurs, que ça a été créé. C'est pour pouvoir mobiliser ce partage et donner une première opportunité. Peut-être par la suite, il va y avoir de nouvelles éditions, peut-être dans de nouveaux pays et d'autres pays africains. Donc là, on commence déjà avec Marrakech et on espère vous avoir tous dedans. Donc, je passe à Madame Tissam. Qui est cette femme exceptionnelle qui a un peu marqué votre parcours ou là, votre inspiration, là, qui vous a inspiré? Donc, moi aussi, c'était dans le cadre d'un master, le master BIM que j'avais fait. Et donc, j'avais eu l'occasion de rencontrer une dame, Madame Kiltoum Moumeyes, qui est une ingénieure topographe. Et en fait, c'était à l'époque la seule ingénieure topographe dans la promotion. Et elle a réussi à vraiment aller de l'avant, à évoluer. Et là, elle est en tête d'une entreprise elle est fondatrice de Globe Études pour toutes les études de géothermie et de topographie. Et donc, j'apprécie vraiment en elle ses prises d'initiative, toujours la volonté d'évoluer, d'innover, de ramener, et aussi de former parce que elle s'est lancée, elle, dans la formation et elle a lancé aussi ses équipes dans les formations pour voilà, intégrer tout ce qui est BIM, pour toujours être à l'affût des nouvelles technologies et de gérer aussi bien sa famille et ses enfants que briller dans le monde professionnel. Et donc, elle est chef à la maison et au boulot. C'est magnifique, en fait. Exactement. C'est inspiration aux jeunes parce que c'est possible, c'est faisable et tabarkallah, il y a beaucoup de personnes qui le font. Et là, je pars vers Madame Lamia en Algérie, dans votre parcours professionnel ou académique, la femme qui vous a inspiré. Je voudrais citer en fait trois jeunes filles en début de carrière que j'ai recrutées pour une entreprise pour laquelle j'ai travaillé. Je cite Mariam Boumenir, elle n'y est plus. Je cite Soumia Hadjaoui et Nada Labed. C'est des jeunes filles en début de carrière et ce qui m'inspirait, c'est qu'il y avait plein d'obstacles dans leur entourage, dans leur culture, dans leur vie quotidienne, mais elles n'étaient pas bloquées devant ces obstacles. Elles cherchaient des solutions, elles n'avaient pas peur d'affronter le domaine, de se lancer en carrière, elles n'avaient pas peur du secteur. Quand vous avez dit plus ou moins dominé par une présence masculine, elles n'avaient pas peur de la culture, de la société. Elles ont fait beaucoup d'efforts, elles ont cherché les bonnes solutions. Et ça m'a inspirée tellement parce que plus on avance dans sa carrière, on a moins de problèmes, on a moins de risques. On est dans une démarche d'efficience, d'efficacité. On apprend à résoudre nos problèmes et à remédier aux risques. Mais par contre, en début de carrière, c'est là où il y a plus de challenges, où il y a plus de problèmes. Donc, je les considère comme des femmes très inspirantes et peut-être même, c'est le cas de toutes les étudiantes du domaine, toutes les ingénieurs et techniciennes fraîchement diplômés qui cherchent à trouver une issue, à trouver une voie dans ce domaine. Voilà. Exact, parce que débuter la carrière, c'est certes le plus difficile. Oui. Le problématique, c'est plus de soucis. Mais déjà, poursuivre aussi la carrière en tant que femme, en tant que maman, en tant que chef de famille, Oui. ça, c'est aussi très, très, très dur.
Donc, c'est dans la continuité. J'espère que ces trois dames, par la suite, seront peut-être pionnières de leur entreprise ou peut-être dans d'autres entreprises et de projets de construction de haute envergure. Je finis avec Madame Leila, notre enseignante-chercheur à l'UMCC. À votre avis, et selon vous et dans votre parcours, qui est la femme qui vous a marqué le plus? Alors moi, je dirais que c'est beaucoup plus par rapport au domaine d'architecture. Et donc, c'est l'architecte Mariam Kamara. Donc, c'est une architecte nigérienne qui est à la tête d'un cabinet à la fois au Nigeria et aux États-Unis, le cabinet Masomi. Moi, ce qui m'inspire chez cette dame, c'est qu'elle a dépassé les cadres qu'on portait pour les filles dans un pays comme le Nigeria. Elle est partie se former aux États-Unis. Elle est à la tête d'un grand cabinet. Elle n'a pas de problème à remporter les prix, à faire des projets à l'international. Mais parce qu'il y a un peu de la brillance et du génie derrière. C'est une femme qui est beaucoup plus portée sur l'ancrage local du projet, sur les aspirations du monde contemporain, c'est-à-dire qu'elle fait de l'architecture très contemporaine, mais qu'elle sait toujours mettre une touche du local. C'est une femme également qui travaille beaucoup sur la durabilité, au-delà des équipements qu'elle va mettre sur son projet pour dire que c'est un projet durable, mais qu'elle va partir chercher sur les matériaux, sur leur interprétation, sur le graphisme qu'elle portera sur ces bâtiments. Elle est également, elle croit vraiment au collaboratif. Elle travaille avec des équipes, je dirais, de tout azimut, des cabinets internationaux. Et je pense que c'est un modèle de femme africaine qui évolue et qui fait briller le monde de l'architecture. Elle enseigne sur des universités internationales. Donc là, je pense que c'est un modèle qu'il faut mettre en valeur et qu'il faut pas hésiter à communiquer dessus. Et vous toutes, Voilà. vous êtes des modèles qu'il faut mettre en valeur et qu'il faut communiquer dessus, c'est sûr. Et ça, peut-être, c'est une Merci. opportunité pour montrer à ces étudiantes, à ces débutantes, à ces filles ou là, ces femmes qui sont en début de carrière que c'est possible d'être des directrices, c'est possible d'être des enseignantes, c'est possible de gérer des projets, c'est possible d'avoir une longue carrière et marier ça avec une vie familiale. Tout est possible quand on le veut. Et donc, il faut vraiment lever l'ambition et il faut voir haut et voir qu'on est dans un environnement qui change et le continent africain est preuve de changement maintenant. Donc, il faut s'insérer dans ce développement-là, cette évolution. Je vous remercie infiniment, Dr Ouns, Dr Leila, Madame Tissam, Madame Lamia, de votre présence, des interventions, de vos conseils. J'espère vraiment que beaucoup de personnes pourront voir ce webinaire pour pouvoir avoir cette touche d'ambition-là et cette motivation que vous nous avez donnée durant cette 1h20. Et je vous remercie et j'espère de vous revoir, Inch'Allah, au BIM Africa Summit le 17-18 mai à Marrakech. Comme j'ai dit, les workshops, les ateliers, les masterclass sont apportés. Donc, vous pouvez venir avoir des sujets, discuter ces sujets-là avec l'audience, vous ouvrir à une audience. Donc, tout est possible et tout est possible chez le BIM Africa Summit. Et je remercie Moses Itanola et l'équipe organisation de BIM Africa Initiative, mais aussi l'équipe organisation qui vient de Continuum BIM, de leur mobilisation, du travail qu'ils fournissent pour rendre cet événement-là. Et je remercie également tous nos partenaires qui aident qui soutiennent cet événement-là. Je vous remercie encore une fois, mesdames. Très, très bonne fin de journée pour vous. Et j'espère beaucoup, beaucoup de réussite professionnelle et personnelle pour vous toutes. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à Merci à vous Merci. toutes. Merci. Au revoir. Au revoir.